Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'actions que je vais étudier sur décembre 2024 et je viens de passer un sacré bout de temps à préparer cette vidéo sans compter la veille constante sur les entreprises que je fais depuis quelques mois, sachant qu'au final peu d'actions peuvent finir en vidéo puisque je sélectionne quand même pas mal en amont. Je préciserai aussi en introduction que les marchés sont au plus haut clairement en ce moment. On a presque fait notre x2 en 5 ans sur le S&P 500, on est au-delà des plus 150% en 5 ans sur le Nasdaq et on fait notre plus 24, plus 25% sur le CAC 40. Je reçois d'ailleurs pas mal de messages à ce sujet, à savoir qu'effectivement, par exemple, en fin 2022, début 2023, c'était beaucoup plus simple de trouver des actions en bourse, et en ce moment, c'est un petit peu plus dur, clairement. Il faut faire pas mal de recherches, et d'ailleurs, les 2 derniers jours ont servi à concentrer pas mal d'idées que j'ai pu regarder ces derniers mois. Je reçois d'ailleurs énormément d'idées d'actions, et dans cette vidéo, je vais vous partager des pistes si ça peut inspirer pour vos recherches. Et évidemment, il s'agit en aucun cas de conseils en investissement, et comme je le disais, je regarde tous vos commentaires et vos messages sur les entreprises, et certaines vont peut-être finir en vidéo. Par contre, je tiens à préciser du moment qu'on me donne aussi une thèse d'investissement, je l'entends bien. C'est-à-dire que c'est difficile pour moi quand je reçois des messages du type « Tu penses quoi de telle action ?» Fin du message. Sans aucune info du business model, sans l'analyse qui a été faite, sans les chiffres, etc., c'est très difficile pour moi de traiter des dizaines et des dizaines d'actions par semaine, juste parce que je reçois un message me disant « Tu penses quoi de cette action ?» Il y a tellement d'actions que la probabilité que je ne connaisse pas le titre est assez élevée, et donc très souvent ce que je réponds c'est tout simplement que je ne connais pas l'entreprise. Mais je prends toujours 5 minutes pour aller regarder, et comme vous le savez si vous avez vu d'autres vidéos sur la chaîne, au moins je peux catégoriser une entreprise, notamment en regardant ce que fait le business model. Enfin, cette vidéo, elle ne consiste pas du tout à faire des analyses complètes, mais elle est plutôt là pour vous partager des idées et des entreprises que j'analyse personnellement comme candidate au portefeuille, afin que vous soyez au courant de ce que je fais comme toujours. Cependant, le nombre de places en portefeuille est extrêmement limité et je ferai rentrer que ce que j'estime être le meilleur en termes de qualité, donc évidemment que tout le monde n'arrivera pas dans le portefeuille. Mais il n'empêche que si je vois des choses intéressantes, je vous les partage, comme ça vous pouvez aussi peut-être faire vos analyses dessus. La première entreprise, il s'agit de Grab. Alors c'est amusant parce que là où je suis en vacances en ce moment, c'est une entreprise qui est utilisée littéralement au quotidien, je l'ai devant mes yeux tout le temps, et elle m'a été aussi proposée par un membre du programme. Donc on va en parler rapidement parce que je vois des choses qui pourraient être pertinentes quand même, il faut aller gratter. Donc Grab, c'est une entreprise technologique d'Asie du Sud-Est qui est spécialisée dans les services à la demande. Il propose des solutions de transport, donc VTC, scooter, taxi, de livraison, les repas, les courses et de services financiers, donc les paiements mobiles. C'est accessible via une application et ça simplifie clairement la vie de pas mal de monde. Et ça permet de connecter les clients aux différents acteurs économiques. Ça ressemble beaucoup avec ce qu'on a en Europe et aux États-Unis avec Uber, sauf que Uber n'a quand même pas l'aspect paiement en ligne financier, et ça ressemblerait donc encore plus à des entreprises comme Chufuba et Weixin, qui étaient les deux grosses applications utilisées en Chine, et clairement là on est pratiquement sur la même chose, sauf que c'est hors de Chine, mais dans d'autres pays en Asie. Alors au niveau de l'entreprise, quand vous regardez, on a eu une croissance exceptionnelle sur le chiffre d'affaires sur les 5 dernières années en composé. Et donc ça fait clairement ressortir le business comme un business à très forte croissance. Au niveau des marges, on a quand même 40% de marge brute. Donc il y aurait un potentiel d'aller peut-être gagner de l'argent. On n'a pas 15% de marge brute comme on peut l'avoir dans pas mal d'entreprises qui justement m'inquiètent beaucoup plus. Par contre, vous voyez qu'actuellement, on perd de l'argent. Le PER est inexistant. Par contre, on a bien un flux de trésorerie disponible qui est en positif, vous le voyez ici. Par contre, a priori, le PER futur en positif, donc l'entreprise est en train de passer en profitable. Et d'ailleurs, quand vous regardez comme ça sur le papier, c'est pas hyper encourageant, parce que vous regardez au niveau de la profitabilité et des investissements, ben, on a pratiquement tout dans le rouge à part la marge brute. Par contre, quand on va voir en trimestriel, il se passe des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'entreprise m'a été proposée, parce que justement, on recherchait des entreprises qui n'étaient pas forcément profitables maintenant, mais qui avaient le potentiel de le devenir. Et ça se voit très bien, notamment avec les fortes marges brutes et si on regarde en trimestriel. Donc au niveau de l'entreprise, si je vous mets en annuel, vous constatez ici au niveau de mon pointeur rouge que les bénéfices sont bien en 12 mois glissants, toujours en négatif. Par contre, si vous allez voir en trimestriel, vous constatez qu'on avait eu un trimestre ici et un trimestre ici en positif. Et d'après les analystes, l'année prochaine, on devrait avoir des bénéfices. À savoir aussi que l'entreprise, si vous regardez, elle s'est fait clairement massacrer. On voit qu'elle est rentrée en bourse au moment de l'euphorie en 2021 avec les SPAC, et puis ensuite elle est venue pendant très longtemps se balader sous les 5 $, et aujourd'hui elle est en train de repasser juste au-delà des 5 $. Maintenant, toute la question se pose dans votre analyse, au-delà du qualitatif, donc comprendre l'entreprise, est-ce que vous aimez le business model, est-ce que vous voyez du potentiel, c'est quels vont être les résultats dans le futur, la croissance du chiffre d'affaires, les différentes marges, pour ensuite ramener ça dans le présent en actualisant avec un discount rate, pour savoir combien faudrait la payer aujourd'hui pour faire du retour sur investissement. Parce que même si le business en soi, il peut avoir du potentiel, il faut le payer au bon prix. Et ça, c'est le travail que je vais faire avant de décider si elle irait dans mon portefeuille ou pas. Sachant que j'ai commencé un fichier Excel de chiffres, mais il n'est pas encore fini,
parce que je suis encore en train de découvrir l'entreprise. Mais je voulais d'ores et déjà vous en parler. C'est une entreprise sur laquelle j'ai commencé de travailler il y a littéralement peut-être une semaine, et donc elle avait sa place dans cette vidéo. Deuxième entreprise, comme je vous le disais, on va les enchaîner parce que l'objectif c'est pas de faire des analyses complètes, mais c'est de vous présenter des entreprises, comme ça vous savez ce qui m'intéresse en ce moment, et je continue à toujours vous montrer ce que je regarde, et en plus ça vous inspire parce que vous pouvez aussi mener vos analyses. On passe maintenant sur Nubank ou Nu Holdings. Alors Nu, c'est une entreprise brésilienne qui est spécialisée dans les services bancaires numériques. Elle propose des solutions financières innovantes avec des cartes de crédit sans frais, des comptes bancaires simplifiés, des outils de gestion, etc. via une application. Globalement, c'est de la fintech, c'est de la néobanque, c'est du classique, sauf que c'est au Brésil. C'est pas par exemple SoFi qui est aux États-Unis, ou en Europe vous avez N26, Revolut, etc. Je sais plus tout le monde qui a, il y en a tellement. Mais donc voilà, celle-là, elle est au Brésil. Et quand je vois comme ça, c'est bien passé pour moi sur SoFi, et d'ailleurs je vous reparle de SoFi en fin de vidéo parce que je suis extrêmement positif sur l'entreprise et je vous ai préparé un morceau d'analyse qualitative que je vais vous faire en fin de vidéo. Hyper intéressant d'ailleurs ce passage à mon avis. Et je vous dis ça alors que je ne l'ai même pas encore enregistré, mais vous voyez que j'ai hâte de vous le faire. Et c'est donc si on regarde l'entreprise, et ça c'est quelque chose que vous allez retrouver dans tout ce secteur, on a une croissance de chiffre d'affaires qui est absolument énorme sur les 5 dernières années, des prévisions encore élevées pour les prochaines années. On a des belles marges, avec notamment une marge brute qui est pas loin des 70%, en même temps c'est normal, on est sur de la banque et en plus de la banque dématérialisée. N'allez pas regarder le free cash flow s'il vous plaît. Si je reçois un message me parlant de flux de trésorerie disponible sur une banque, je vais m'inquiéter. Donc on va plutôt aller regarder les earnings, et pour info, le pourquoi du comment, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Donc au niveau du PER, on voit qu'on est déjà en positif, indiquant que l'entreprise est bénéficiaire, et a priori on aura un PER dans un an qui serait sous les 20, ce qui n'est pas forcément élevé du tout quand on voit la croissance et les marges. Donc en fait, quand je regarde le business sur le papier, instantanément je me dis que j'aime bien le secteur, que j'aime bien les chiffres que je vois au tout premier abord. Par contre, je me dis aussi dans ma tête, attention, banque, entreprise dangereuse, entreprise très complexe à analyser. C'est beaucoup plus dur qu'une entreprise industrielle qui vend des produits physiques, etc. C'est un petit peu comme les entreprises immobilières où on ne peut pas trop regarder les ratios normaux, mais il faut plutôt aller voir les fonds issus des opérations, le cash, etc. Ou alors encore les assurances. C'est encore des entreprises à part à analyser. Et parfois, il faut s'accrocher et il faut avoir conscience des risques. Bref, je reviens aux graphiques parce que la vidéo va encore être beaucoup trop longue. Mais bon, en même temps, ça fait 2 jours que je vous la prépare, donc c'est pas grave qu'elle soit un petit peu longue, je me dis. Donc ici, je vous ai mis en vert l'évolution du chiffre d'affaires, en rouge le prix par rapport au chiffre d'affaires et en bleu la marge nette. Ce que je vois qui me plaît beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai mis ce graphique précisément, parce que des graphiques j'en ai testé plein et puis j'en ai mis qu'un ou deux dans les vidéos pour justement aller droit au but. Pour encore une fois vous donner une vidéo aussi dense que possible et les clés pour ensuite aller faire vos propres analyses aussi. Vous avez le chiffre d'affaires qui monte de façon impressionnante. Regardez la croissance en composé là sur 5 ans, c'est hallucinant. Et vous avez les marges qui montent aussi. Donc les marges, c'est excellent parce qu'elles sont en train de s'améliorer. Alors elles ne vont pas s'améliorer à l'infini, on est sur une banque, donc on va avoir des marges entre 15 et 25% quand tout va bien. Je parle ici des marges nettes. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant toute cette amélioration du business, eh bien si vous regardez le prix par rapport au chiffre d'affaires, il a baissé et puis il s'est stabilisé. Donc l'entreprise est en train de garder une valorisation à peu près constante, alors que tout s'améliore. Et donc ça veut dire clairement que le titre doit être en train aussi de monter en bourse. Ce qui est effectivement le cas, puisque si vous regardez, on a eu le titre qui a eu une augmentation assez régulière dans le temps, un petit peu comme les chiffres qu'on a vus juste avant. Ce qui peut aussi nous expliquer cette évolution du prix par rapport au chiffre d'affaires qui est tenu à peu près. Comme sur SoFi, ce que j'aime voir, et là je vous donne que quelques indicateurs qui sont pertinents pour moi, on a notamment le nombre d'utilisateurs actifs mensuels et le nombre de nouveaux clients qui montent de façon régulière, comme vous le voyez ici, et ça c'est clairement ce que je cherche dans la fintech. Je leur demande pas d'être trop profitable de suite, d'ailleurs vous avez vu SoFi pendant longtemps ne l'a pas été quand je l'achetais, et Nubank l'est maintenant, mais moi ce que je leur demande c'est d'aller prendre des parts de marché aux banques traditionnelles et d'acquérir les clients de demain, c'est-à-dire les nouvelles générations. Mais ça on en reparle en fin de vidéo quand je vous fais un petit peu de qualitatif sur l'entreprise. Et en parlant de qualitatif, ne pas oublier l'analyse qualitative qui est la plus importante, comme je vous le disais, sur ces entreprises comme sur toute autre, mais sur celle-là précisément, on est sur une banque, on a donc des risques, on est aussi sur une zone géographique que personnellement je ne connais pas très bien, le Brésil, mais pour l'instant je ne vois pas encore de point éliminatoire et donc je me devais de vous présenter cette entreprise parce que je m'y suis intéressé. Troisième entreprise, il s'agit de Okta, une entreprise qui m'a aussi été mentionnée par plusieurs personnes pour le coup. Alors il s'avère qu'elle a eu ses résultats et qu'elle est bien montée, puis ensuite elle a corrigé à nouveau, j'ai vu.
Et c'est aussi un service que j'ai utilisé au travail et tout simplement on utilisait Okta en tant qu'employé pour s'identifier sur les serveurs de l'entreprise. Donc pour ce que fait l'entreprise, elle est spécialisée dans la gestion des identités et des accès pour les organisations. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Et elle fournit une plateforme cloud sécurisée permettant aux entreprises de gérer et de protéger les connexions des utilisateurs à différentes applications, appareils, etc. Donc en gros, ils permettent aux entreprises de décider qui peut se connecter à l'organisation et qui peut avoir accès à quoi. Au niveau des chiffres, croissance phénoménale sur les 5 dernières années en composé, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va retrouver régulièrement. Et pareil, cette entreprise, je pense qu'elle m'a été proposée parce que si vous regardez, très belle marge brute, donc vrai potentiel de gagner de l'argent un jour. Par contre, ne gagne pas encore d'argent en 12 mois glissants, mais on gagnera peut-être l'année prochaine. Et je pense que c'est pour ça qu'elle m'a été proposée. À savoir que c'est un petit peu la thématique, j'ai l'impression, en ce moment, parce que ça nous est arrivé sur IMSS et sur SoFi, et c'est deux actions qui sont assez populaires sur notre chaîne YouTube. Et donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui recherchent ce type d'entreprise où on a des choses comme ça à faire. Mais sachez que moi, je ne me concentre pas que là-dessus, hein. J'ai acheté à l'époque et j'achète encore aujourd'hui des entreprises qui ne sont pas forcément dans ce cas-là. C'est-à-dire que si je vois une belle analyse qualitative et que l'entreprise ne gagne pas encore d'argent, c'est pas un point bloquant pour moi. Par contre, à l'inverse, si je vois une entreprise qui ne gagne pas encore d'argent, mais qui qualitativement est mauvaise, je ne vais pas aller l'acheter pour parier qu'un jour elle va devenir bénéficiaire et donc exploser en bourse. C'est une coïncidence que j'ai eu plusieurs entreprises qui l'ont fait au même moment dans le portefeuille, ce qui m'a amené de la performance. Mais si vous regardez, à l'époque, par exemple, j'ai acheté beaucoup de Tesla, j'ai acheté beaucoup de Google. Bref, vous savez tout ce que j'étais en train d'acheter en 2023. Il y a plein d'entreprises qui étaient très profitables et qui étaient juste pas chères en ce moment sur les valorisations. Et c'est pas grave qu'elles avaient déjà un bénéfice et des marges nettes positives. Mais donc, je tiens à dire, j'ai rien contre ces entreprises qui gagnent pas d'argent. Et si on les détecte à temps, et tant mieux, on aura plus de retour sur investissement. Bref, on est quand même sur une entreprise qui n'est pas forcément ultra rassurante quand on la regarde sur le papier, mais en effet, quand on va regarder en trimestriel, on constate que les bénéfices, on a eu un premier trimestre ici qui était en positif, et le deuxième a juste été publié, il n'est pas encore affiché sur les sites, il faudra aller regarder ce qui s'est passé, et ça c'est votre travail d'analyse qui vous permettra d'aller le regarder. En termes de trésorerie, on est très bien, ça fait quand même depuis mi-2022 qu'on ne brûle plus de cash, donc on a une capacité d'autofinancement positive, on réinvestit de l'argent dans le business n'a pas l'air proche de la faillite, évidemment, allez regarder le bilan comptable pour voir tout ça. Mais donc voilà un petit peu pour conclure sur cette entreprise. Si vous regardez au niveau des chiffres, c'est prometteur, mais c'est pas encore magnifique. On a certes une belle croissance, des belles marges brutes, mais bon, pour l'instant, ils gagnent pas encore trop d'argent. Par contre, ils ont un vrai potentiel parce que le business pourrait être pertinent. Par contre, encore une fois, allez voir quel est le positionnement de l'entreprise. On a beaucoup de concurrence dans la tech. C'est certainement, à mon avis, pas les seuls qui font ce genre de produits. Pensez aux géants comme Microsoft qui un jour peuvent dire, écoutez, votre business model, moi je le prends et je le donne inclus dans mon package à 5 € par mois par utilisateur pour toutes les entreprises. Rappelez-vous, il y a très longtemps, j'avais Slack en portefeuille. Slack s'est fait complètement concurrencer par Teams qui a été créé par Microsoft et puis Slack s'est fait racheter par CRM. Bon, au final, j'ai eu une plus-value, j'ai eu de la chance, ils se sont fait racheter, mais ça peut très bien arriver à qu'ils se fassent court-circuiter par des grands comme Salesforce, comme Microsoft, comme Google, etc. Et bien évidemment, valorisation et quel est le potentiel de retour sur investissement. N'oubliez jamais qu'on n'est pas là pour acheter des business, pour en parler le samedi soir, on est là parce qu'on veut faire du retour sur investissement. Et au niveau de l'action, si vous regardez, elle était quand même extrêmement haute en 2021, pendant la hausse incroyable qu'on a eue où tout le marché était en folie. Et ensuite, on a beaucoup corrigé et aujourd'hui, on a attaqué une lente remontée depuis plus d'1 an et demi. Donc sur le papier, je vois des choses pertinentes et clairement, je vais continuer mon analyse. Et parmi ces 3 entreprises, je ne serais pas du tout étonné que certaines puissent finir en portefeuille, peut-être une, peut-être deux, peut-être zéro d'ailleurs, on verra. Mais je tenais à vous en parler parce que je traite tellement d'entreprises que quand j'en repère quelques-unes où je vois des choses qui pourraient être intéressantes, en tout cas d'après mon analyse, parce que c'est le genre de business que j'apprécie, c'est-à-dire qu'on peut me proposer les entreprises, je ne sais pas, par exemple Walgreens, c'est les pharmacies aux États-Unis, je ne vais pas aller très loin dans l'analyse, j'aime pas le business model, et pareil, on me propose beaucoup d'entreprises, et en fait très souvent je m'arrête juste au business model, au potentiel de marge, au potentiel de croissance, à la concurrence, etc. Généralement, je dis très rarement oui, et il y a 99% des entreprises qui n'iront jamais en portefeuille pour des raisons juste fondamentales de l'analyse, sans même parler des chiffres. Donc quand j'arrive à trouver des entreprises qui pourraient peut-être aller plus loin, je tiens à vous en parler. On va continuer avec les proxys crypto-actifs, parce que ça fait beaucoup parler en ce moment. Vous savez peut-être que personnellement, je m'intéresse au monde des cryptos depuis 2020, où j'avais démarré avec Bitcoin, et je continue mes travaux pour aller comprendre maintenant d'autres entreprises dans ce secteur, et notamment MicroStrategy, et je vais peut-être vous faire une vidéo dessus pour expliquer un petit peu ce que je comprends.
À savoir que là, on n'est plus du tout sur des entreprises où on peut aller regarder les fondamentaux du type chiffre d'affaires, marge, qu'est-ce que l'entreprise gagne. Non, 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 c'est tout lié au prix du Bitcoin, c'est des proxys, c'est-à-dire que globalement, l'entreprise, elle est valorisée en bourse selon l'actif qu'elle a en portefeuille. Donc dans le cas de MicroStrategy du Bitcoin, et ensuite elle a un coefficient multiplicateur par rapport au NAV, donc le Net Asset Value. Donc imaginons qu'ils ont 100 euros de Bitcoin, et bien l'entreprise en bourse, en théorie, elle pourrait valoir 100 euros si on liquidait tout leur Bitcoin pour se payer, mais il s'avère que généralement elle s'échange plus cher que la valeur intrinsèque de l'actif qu'ils ont en stock, parce qu'ils sont capables de générer du rendement dessus notamment. Et donc tout l'intérêt de comprendre ces entreprises, et je pense faire une vidéo là-dessus pour essayer d'aller un petit peu plus loin, aussi juste pour ma compréhension personnelle et pour aussi, pourquoi pas, partager ma vision des choses, eh bien je travaille un petit peu en fond dessus en ce moment, sachant que quand même, au final, le monde des cryptos, ça restera pour moi en grande partie exposé en direct et pas forcément via des proxys. Mais il n'empêche que j'avais envie de m'y intéresser. Donc comme je vous le disais, je travaille dessus en ce moment, notamment comprendre comment le marché le valorise, etc. Donc voilà, il n'y aura rien de fondamental à aller regarder comme d'habitude les évolutions des marges, etc. dans le temps. Là, on va être beaucoup plus proche de la valorisation de quelque chose qui concerne de la valeur. Par exemple, on pensera à l'or. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, vient de comparer Bitcoin à de l'or plus qu'à du dollar. Donc je trouve ça assez pertinent que même Jérôme Powell vienne nous dire ça. Enfin bref, on verra si on en fait une vidéo, je travaille dessus et je vous la ferai peut-être dans le week-end, je vais voir. Petit entracte promotionnel puisque je suis mon seul sponsor comme vous le savez, et d'ailleurs aussi parce que j'avais parlé de MicroStrategy il n'y a pas longtemps dans une vidéo que je fais de façon hebdomadaire dans le programme où je fais plutôt des sessions de travail, etc. avec vous sur les dossiers que je travaille en ce moment, etc. D'ailleurs on avait fait, je crois, la mise à jour de Visa et de Meta il n'y a pas longtemps, une revue de portefeuille, on travaille sur plein de titres et généralement d'ailleurs c'est du travail en amont qui permet ensuite d'aller donner un condensé de ça sur YouTube où ici je suis obligé de faire de la valeur par minute parce que l'algorithme YouTube et vous mettre des grosses sessions de travail où c'est moi qui parle, qui pense, qui fait des pauses sans cut, etc. C'est pas du tout adapté à YouTube. Bref, je reviens à mes moutons. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage et en plus soutenir tout le travail que je fais, parce que c'est clairement grâce aux personnes qui nous rejoignent que je peux continuer YouTube, vous pouvez nous rejoindre dans le programme qui a comme colonne vertébrale toute la formation vidéo sur comment investir en bourse, comment j'analyse une action et des ETF de A à Z. Vous avez aussi accès à mon portefeuille, aux vidéos exclusives, à mes fichiers de calcul, à tous mes fichiers d'achat prix cible. Et le programme est aussi disponible avec des appels individuels pour ceux qui souhaitent vraiment se faire accompagner, pouvoir poser leurs questions et échanger avec moi pour travailler ensemble et faire des vraies sessions de travail intenses où on va pouvoir beaucoup échanger et débloquer des points. À savoir que j'ai remis à jour la page hier et que j'ai rajouté des créneaux pour les appels gratuits et sans engagement qui vous permettent de rejoindre le programme et surtout de me poser vos questions si vous en avez. On va maintenant passer à la prochaine partie de la vidéo dans laquelle je vais vous parler des actions qui sont fortement montées en portefeuille et donc la question c'est est-ce qu'elles sont surévaluées, est-ce que je devrais la vendre, etc. Et je veux l'aborder d'une autre façon. J'ai envie ici au contraire d'aller faire du qualitatif, de me rappeler pourquoi je les ai achetées et que même si aujourd'hui on n'est pas forcément sur un prix que je souhaite payer, mais j'ai pas forcément envie de les vendre parce qu'à chaque fois que je vends des actions gagnantes, je le regrette. Donc j'aurais pu aller traiter plein d'autres actions comme Google, Apple, etc. Mais ici l'objectif c'est surtout de vous transmettre le qualitatif, mes convictions, ce qui me permet de tenir au-delà des chiffres, car certes je suis passé à l'achat sur d'autres titres en ce moment et ces positions sont globalement finies, à part peut-être IMSS, faudrait voir si elle venait à corriger, mais elle est tellement montée récemment qu'elle est plus du tout sur des prix qui m'intéressent, mais je me dois d'entretenir quand même mes analyses sur ces actions pour justement ne pas devenir émotionnel et les vendre trop tôt. Et ce passage de la vidéo, à la limite, il est juste pour moi, parce que ça ressemble beaucoup aux revues de portefeuille que je fais d'ailleurs, et dans lesquelles justement je me rappelle mes analyses, et ça d'ailleurs c'est l'avantage de tout noter et d'enregistrer ces analyses dans des fichiers, etc., parce que dans le temps je peux revenir dessus pour justement ne pas être émotionnel, mais rester rationnel sur ce que j'avais dit. Et évidemment, il y a des risques, et je les connais aussi dans mes analyses, mais quand je suis à la hausse, c'est sur le positif que je veux me concentrer, parce que ça me permet de combattre cette tentation très normale de vouloir vendre, et croyez-moi, en ce moment, je ressens l'envie de vendre. On va attaquer avec SoFi. Donc pourquoi j'ai investi sur SoFi à l'époque, au-delà de la valorisation qui me paraissait beaucoup trop basse, alors que le marché ne voulait pas du tout de l'entreprise. Tout d'abord, banque en ligne avec adoption des nouvelles générations. Ce sont les clients du futur. C'est horrible de dire ça, mais c'est la réalité. Les nouveaux clients arrivent et les anciens clients partent. Entreprise extrêmement agile. Anthony Noto, le patron, l'a très bien géré ces dernières années. Et en termes d'innovation,
honnêtement, moi je trouve que c'est pas mal. Ils ont eu quelques déboires, notamment avec tout ce qui était crypto, et c'est pas très bien passé, mais la majorité des choses ont été bien gérées. On n'a pas d'historique. Là, je vais m'expliquer. On a un énorme avantage compétitif par rapport aux autres entreprises, pour moi, notamment aux anciennes banques, parce que on n'a pas à conserver tout ce qu'ils appellent en anglais les branches, donc tout ce qui est en français les agences en fait. Et des agences, c'est très difficile à fermer, parce que les clients historiques, si on ferme l'agence du bout de la rue, ça va être très dur à faire digérer, et ils ont des gros portefeuilles dans les banques, mais le problème c'est que les anciens clients, ils mettent plus beaucoup d'argent généralement, ils ont plus d'emploi, alors ils ont des gros capitaux, mais il y a un moment, ces clients, ils seront plus là. Et en même temps, donc on a des entreprises en face comme SoFi qui ont très peu de coûts, parce qu'ils n'ont pas toutes ces agences, tout cet historique qui coûte extrêmement cher, et donc ils peuvent faire beaucoup de publicité pour acquérir les clients du futur, alors que les autres entreprises ont un petit peu plus de difficultés. Et ça, c'est une des grosses parties de ma thèse d'investissement sur cette néobanque. On a un écosystème financier tout en un, ça c'est ce que vous voyez à l'écran, mais c'est une application qui fait beaucoup de choses, alors que généralement, il faut prendre un rendez-vous avec le conseiller à la banque, c'est obscur, c'est pas toujours simple, et il y a moins d'histoires de frais cachés, etc. C'est quand même beaucoup plus clair, parce que, encore une fois, tout est sur l'application, on peut tout lire, tout est écrit, alors qu'à la banque, on vous envoie encore des dossiers papier, avec des conditions générales de vente extrêmement longues, etc. Vous connaissez l'histoire. Ils payent aussi des très bons rendements sur les comptes courants. Alors en France, on a le livret A, mais on ne vous paye pas un retour sur investissement sur vos comptes courants, ce qui est quelque chose qui est assez rare. La plupart des pays, on vous paye un rendement sur l'argent qui est déposé à la banque, encore heureux. Et d'ailleurs, c'est le cas sur beaucoup de courtiers. Sur le mien, si j'ai assez de fonds, ils commencent à me payer un rendement sur l'argent qui dort, notamment en dollars. Ils ont aussi été très forts avec tout ce qui est gérer les étudiants. En plus, en parlant de prêts étudiants, la nouvelle administration arrivant aux États-Unis, il va, à mon avis, plus avoir d'histoire de pardonner la dette des étudiants, ce qui était une grande peur qu'on avait sur SoFi. Un autre point qui est pertinent aussi, il donne l'accès aux IPO pour les investisseurs particuliers. Donc lorsque vous avez une introduction en bourse, souvent on se plaint que nous en tant que particuliers, on n'y a pas accès, c'est que les institutionnels qui ont accès, et ensuite nous on doit aller l'acheter sur le marché secondaire, c'est-à-dire en bourse, et eux, ils proposent d'avoir des accès directs aux IPO. Je trouve que c'est des choses comme ça qui sont pas mal, où ils essaient d'innover, de proposer des choses aux particuliers pour attirer de nouveaux clients. Ils ont une plateforme qui a l'air intuitive et conviviale, aussi par rapport à beaucoup d'autres entreprises de la FinTech. Ils ont une licence bancaire, ce qui aux États-Unis est extrêmement dur à avoir. Enfin, ils ont un positionnement qui est vraiment adapté aux jeunes générations, c'est moderne, c'est très centré téléphone, absence de bureaucratie et des procédures en interne qui sont beaucoup plus simples, c'est-à-dire inscription rapide, pas de gros dossiers à recevoir papier, à signer, à renvoyer, à discuter, à devoir être au téléphone pour absolument tout, à aller voir les employés conseillers de banque pour comprendre quelque chose, on ne veut pas vous le dire, il faudra une semaine pour vous répondre. Bref, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Là c'est quand même beaucoup moins un problème. Évidemment, il y a des problèmes chez SoFi, j'en ai aucun doute, et il doit y avoir des clients qui ne sont pas satisfaits, mais globalement, au final, ce qui parle, c'est l'adoption client, le nombre de nouveaux utilisateurs et le nombre d'utilisateurs actifs mensuellement. Parce que s'il s'inscrit, qu'il ne revient jamais, c'est pas forcément bon signe. Par contre, s'ils reviennent tous les mois, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, pour SoFi, on va s'arrêter là, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux vous dire par faire du qualitatif et se rappeler pourquoi on apprécie l'entreprise au-delà des chiffres, surtout quand on a des retours sur investissement assez élevés. D'ailleurs, sur SoFi, juste avant, on avait regardé, c'est maintenant une position pour moi qui est à plus de 12 500 $ et 128% de gains. Donc clairement la tentation de vendre est là et c'est pour ça que je fais ce genre de travail qualitatif. Tentation de vendre sur Tesla aussi, elle pourrait être là. Alors c'est pas le cas, j'ai pas envie de vendre, mais ce que je veux vous dire c'est qu'effectivement quand on a des retours sur investissement qui sont élevés, et pourquoi pas vendre, surtout quand ça arrive sur seulement quelques semaines. Et c'est donc à ce moment-là que je dois me convaincre surtout de ne pas vendre. Donc pour Tesla, pourquoi je suis dessus? C'est l'un des leaders dans le secteur des véhicules électriques, clairement. Ils sont en concurrence avec des entreprises asiatiques, mais à part eux et quelques entreprises asiatiques, pour moi, on n'a pas vraiment de concurrence sur le secteur des véhicules électriques, en tout cas en termes d'attractivité produit, aussi par rapport à la qualité, aux fonctionnalités et à ce qu'on obtient par rapport au prix, clairement, ils sont parmi les meilleurs pour moi. On est dans un secteur aussi auquel je crois clairement. Tout ce qui est nouveaux moyens de transport, la conduite autonome, etc., c'est vraiment un secteur qui m'intéresse aussi, le stockage de l'énergie électrique. C'est une entreprise qui est intégrée verticalement avec une production et une distribution mondiale, c'est-à-dire qui fabrique à travers le monde dans plusieurs usines. Ils fabriquent pratiquement tout en interne. Évidemment, ils vont acheter des choses, les pneus. Voilà, ils ne sont pas non plus en train de tout fabriquer. Par contre, ils n'ont pas tous les problèmes avec les équipementiers automobiles, avec Bosch qui ne va pas parler avec le système de Valeo et Faurecia qui en a un troisième. Et au final, il n'y a rien qui communique et ça fait des véhicules qui évoluent très peu dans le temps. On l'achète, il est comme ça pour toujours. Ici, vous avez tout en interne. Donc, vous pouvez mettre à jour les logiciels, vous pouvez mettre à jour les pièces, vous les connaissez puisque vous les avez fabriquées. Et en plus, ça vous permet de détruire les coûts sur le long terme. Au début, ça coûte plus cher.
Par contre, sur le long terme et surtout sur des volumes, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est très cohérent d'un point de vue ingénieur. C'est-à-dire que si vous fabriquez une pièce vous-même au lieu de l'acheter, eh bien, vous avez beaucoup de capex. Par exemple, si vous faites une pièce plastique, il faut acheter le moule pour ensuite pouvoir faire de l'injection. Et quand vous tapez la première pièce sur une presse, eh bien, la pièce coûte une fortune. Par contre, quand vous allez taper 500 000 pièces par an sur votre presse avec votre moule, et votre moule peut-être il est capable de faire 3 millions de pièces sur un cycle de 5 ans, et bien là, tous les économies d'échelle, ils sont pas chez l'équipementier, ils sont chez vous. Donc efficacité à la production et économie d'échelle, comme je vous le disais, développement de la conduite autonome, et là ils sont seuls contre tous. Ils ont fait le choix d'utiliser juste les yeux, enfin dans ce cas-là des caméras, et de l'intelligence artificielle pour laisser le système comprendre comment conduisent les humains avec des caméras pour ensuite le reproduire. Je vous simplifie vachement le truc, j'avais fait une vidéo un petit peu plus poussée sur le sujet, mais à savoir qu'ils sont un contre tous, et s'ils gagnent, ils n'ont pas de concurrent actuellement qui fait ça. Je crois qu'il y a une ou deux entreprises en Chine qui ont annoncé qu'ils commençaient à travailler là-dessus, et Waymo le ferait un tout petit peu, mais le problème, le nerf de la guerre, c'est la donnée. Et ça fait énormément d'années qu'ils ont des véhicules à travers le monde qui tous les jours collectent toutes les vidéos avec les caméras autour du véhicule. Et si encore une fois on pense que c'est la bonne façon de le faire, ils sont en avance. Si c'est une autre façon qui gagne, et bien quelqu'un d'autre gagnera. Mais ma thèse d'investissement, c'est qu'ils font partie des leaders sur ce sujet. Ensuite, ils ont beaucoup d'autres revenus. Là, on a parlé de l'automobile, ce qui pour moi dans le futur pèsera très peu, soyons clairs. Vous avez la conduite autonome, peut-être qu'un jour ce sera un logiciel à louer tous les mois. Ils ont tout ce qui est les logiciels, les abonnements mensuels pour tout ce qui est le multimédia dans la voiture, la connectivité. Ils ont les assurances, ils ont aussi un réseau propriétaire de superchargeurs. Au début, tout le monde se moquait de leurs superchargeurs et on disait que la concurrence allait arriver de partout. Il n'empêche qu'aujourd'hui, aux États-Unis, leur modèle de chargeur est devenu le modèle adopté par tout le monde. Et au niveau des réseaux de recharge, ils sont quand même forts. Il y a la concurrence, mais il n'empêche qu'on les avait enterrés au départ et aujourd'hui, ils ont un des réseaux les plus forts, notamment aux États-Unis et en Europe, je sais qu'ils sont bien placés aussi. Et d'ailleurs, c'est un réseau qui s'ouvre maintenant à d'autres marques. Ils ont ensuite les solutions de stockage et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, tout ce qui est les Megapacks, les Powerwall et les Powerpacks, et en fait, c'est pour stocker l'énergie qui est produite, par exemple, par des panneaux solaires pour pouvoir la réutiliser la nuit. Ils ont aussi une vraie synergie au niveau des véhicules, des batteries, et des batteries aussi bien dans les maisons que pour stocker de l'énergie dans des gros centres industriels, parce que je tiens encore à le rappeler, par rapport au moteur thermique, et ça c'est une analogie que je fais souvent, une batterie, elle a toujours le même format. Je prends toujours l'analogie des canettes de boissons. Je ne vais pas citer de marque ici, mais globalement, les canettes, c'est toutes les mêmes. Et vous pouvez les passer sur des usines, et si vous allez voir des vidéos sur YouTube, ça va à une vitesse incroyable, parce qu'on en fabrique des dizaines de millions par jour, et ça passe très vite. Et bien maintenant, prenez un moteur thermique. Pour ceux qui les connaîtraient un petit peu, personnellement, j'ai passé ma jeunesse à les démonter, et puis c'est ma formation aussi d'ingénieur industriel. C'est des centaines, voire des milliers de pièces dans tous les sens. C'est pas du tout automatisable, il y a beaucoup de fabrication manuelle. À l'inverse, les batteries, qu'elles aillent dans une voiture, dans une maison, dans un mégapack, dans un futur robot humanoïde, c'est toutes les mêmes. Et donc ça vous fait des économies d'échelle absolument incroyables. Et ça, c'est d'ailleurs ma grosse thèse d'investissement de pourquoi un jour, et à mon avis dans pas si longtemps que ça coûtera moins cher de faire une voiture électrique avec beaucoup d'autonomie qu'une voiture thermique. Parce que les courbes de baisse de coûts de fabrication vont à la baisse parce qu'on peut utiliser les économies d'échelle, ce qui est beaucoup plus dur à faire sur les véhicules thermiques. Pour une raison aussi simple que la cylindrée. Si vous avez un véhicule plus gros et plus lourd, il va vous falloir plus de cylindrée pour sortir plus de chevaux, à caractéristiques équivalentes du moteur. On ne va pas faire un cours de motorisation ici, mais globalement ce que je veux vous dire, c'est que si le moteur est plus gros, il faut tout refaire. On ne peut pas utiliser la même culasse, pas le même bas moteur, pas les mêmes vilebrequins, pas les mêmes pistons, il n'y en a pas deux les mêmes. Vous ne pouvez pas faire une solution généralisée, alors qu'avec les batteries, vous mettez juste plus de batteries dans le plancher. Et ça fait des années qu'on en parle et je pense qu'on va commencer à en entendre parler à gauche à droite. Les gens vont commencer à aller regarder clairement ce qui se passe industriellement. Pourquoi j'investis dans ces entreprises? C'est ensuite une entreprise extrêmement agile avec des gros avantages concurrentiels à mon avis en recherche et développement. Ils ont quand même des ingénieurs qui sont assez hors normes. Quand je vois les vidéos où ils démontent les véhicules, les idées qu'ils ont eues, etc. Et travailler en bureau d'études industrielles, je sais ce que c'est de par le fait que c'est mon métier, et bien clairement on manque pas d'innovation chez eux. Bon, je comptais vous faire IMSS, mais vu que la vidéo va durer extrêmement longtemps, je pense qu'on va se la garder pour un autre épisode, pour une autre fois, mais vous avez compris le principe de l'analyse qualitative. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin tout en soutenant la chaîne, premier lien en description. Un immense merci pour votre soutien depuis les débuts. J'ai hâte de la prochaine vidéo et à très vite.